bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché à mes côtés. Comme d'habitude, c'est Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors, on regarde vite fait les marchés. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je crois que c'était une journée en vert, non? Absolument Falco, plus 2,55% pour le CAC 40 qui termine à 4505,26. Il repasse au-dessus des 4500 points. DAX plus 3,06%, S&P plus 1,4% à la mi-séance. Nasdaq 100 plus 0,95% également à la mi-séance. Euro-dollar stable, plus 0,11% à 1,0833 dollars. Le gold en baisse, moins 0,96% ce soir, 1712,26 $ pour une once. Le Brent chute de 8,83% à 22,63 $. Merci Laurent. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup, le CAC 40, il est comment en fait? Il bouge dans un sens ou un autre ou il se passe rien? Alors, le CAC 40, donc, il est en forte hausse Ouais. ce soir. Maintenant, quand on regarde techniquement parlant ce que ça donne, on voit qu'il est donc toujours en dessous, évidemment, de ce niveau de résistance important, le 38% de retracement à 4577. Donc, il y a cette zone ici qui est également un gap baissier qui n'a jamais été comblé. Et on a bien l'impression, Falco, que le CAC 40 a envie de retourner flirter avec cette borne basse ici du gap. Et puis on verra peut-être pour la franchir. Alors c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles aujourd'hui qui ont redonné un petit peu confiance aux investisseurs. D'abord, il y a des signes de ralentissement, heureusement d'ailleurs, de propagation donc dans plusieurs pays du coronavirus. Et donc, les investisseurs espèrent que les mesures de déconfinement qui sont annoncées à travers la planète progressivement eh bien, permettront de relancer l'activité économique. Deuxièmement, la Banque du Japon, cette nuit, a renforcé son soutien monétaire en supprimant toute limite à ses achats d'obligations et en triplant le montant de ces achats d'obligations d'entreprise. Et puis, certains opérateurs s'attendent à ce que la Fed et la BCE prennent de nouvelles mesures de soutien. Alors, il faut rappeler que la Fed se réunit demain avec une conférence de presse de Jérôme Powell mercredi soir. Et puis, la BCE, c'est jeudi. Alors, on a des investisseurs qui espèrent qu'il va y avoir un nouveau train de mesures annoncé par ces deux institutions pour continuer de soutenir l'économie et les entreprises, même s'il y a déjà eu beaucoup de mesures qui ont été déjà prises, eh bien, les investisseurs en veulent plus. Et donc, cette semaine, elle va être très importante, justement à cause de ces deux réunions de banque centrale. Merci Laurent. Comment ça se passe pour le S&P 500 à la mi-séance? On a vu qu'il était en légère hausse. Alors, le S&P 500, il est lui aussi sous une résistance. On voit qu'il revient tester donc pour la deuxième fois ce niveau à 2900 points. Là aussi, c'est un gap baissier hebdomadaire qui n'a jamais été comblé. On remarque que le S&P a réussi à dépasser de manière significative cette moyenne mobile à 50 jours qui était baissière et qui était une espèce de force de rappel de la pression vendeuse qui s'est exercée sur le marché depuis le 19 février. Et puis cette petite moyenne mobile exponentielle à 13 jours, tous les fidèles de 100% marché savent que cette moyenne mobile 13 jours exponentielle, je l'affectionne particulièrement parce qu'elle arbitre bien les mouvements impulsifs, c'est-à-dire les sommets quand le marché est baissier et les creux comme quand il est haussier. Et là, on voit bien qu'une fois de plus, elle a joué son rôle de soutien dynamique. Alors c'est vrai qu'il y avait une autre zone de support importante, à 2721 points. On remarque donc que le S&P a ouvert en gap haussier aujourd'hui, qu'il est juste sous sa résistance. Donc Falco, ce qui se joue pour la semaine, aussi bien pour le S&P que pour le CAC 40, c'est vont-ils réussir à dépasser leur résistance, parce que dans les deux cas, ce sont des niveaux qui sont importants, ce sont des gaps. On sait que les gaps
dans les tendances baissières sont des zones de résistance qui sont difficiles à franchir. Et donc, on va voir si effectivement, d'ici la fin de la semaine, nous aurons donc un dépassement par le S&P et le CAC de ces deux grosses zones qui, jusqu'à maintenant, ont toujours réussi à faire refluer les intérêts acheteurs. Merci Laurent, tu veux nous montrer pas le VIX, mais un autre indice de volatilité, c'est lequel? Oui, parce que on a souvent regardé le VIX ensemble. Alors, je le rappelle, hein, c'est l'indice donc de volatilité des actions du S&P calculé à partir du prix des options pour les 30 jours à venir. Et on a vu la semaine dernière la volatilité du Nasdaq 100. Et j'avais envie de vous montrer aujourd'hui la volatilité, l'indice de volatilité de l'Eurostoxx 50. Pourquoi? Eh bien, parce que là encore, on est en train de casser une zone de support. Alors d'un côté, vous voyez, on a le CAC 40 qui tente, qui n'est pas encore hein, sur la tentative de dépassement de la résistance, mais qui est en approche de ce niveau. Et puis quand on regarde l'Eurostoxx 50, eh bien on voit que lui, eh bien, son indice de volatilité est en train de casser cette zone de support à 34,25. Alors si effectivement cette zone devait être rompue, l'objectif suivant pour le VSTOXX, c'est-à-dire l'indice de la volatilité de l'Eurostoxx, c'est sur 26,60. Et évidemment, un indice de la volatilité qui baisse, ça veut dire qu'on va avoir un prix sur les actions et sur l'indice qui vont monter. Si en revanche le VSTOXX devait se reprendre à la hausse, le niveau à surveiller, c'est 43,25. Au-delà de ce petit niveau de résistance, s'il devait être franchi, cela signifierait qu'il y a effectivement un retour de l'aversion au risque qui redevient fort. Alors maintenant, quelque chose qui est aussi très important pour un marché fort, c'est le market breadth que tu veux nous montrer. Exactement. Alors, Alors, il y a plein de façons hein, de regarder la participation. En un mot, la participation, c'est la capacité du marché d'emmener l'ensemble des actions et pas simplement les grosses capitalisations qui vont mécaniquement tracter les indices à la hausse, puisque la majorité des indices, à part le Dow Jones, sont construits par capitalisation. Donc, le breadth, c'est là en l'occurrence la courbe du haut, c'est le pourcentage d'actions du S&P qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Et on voit donc que depuis que le rebond a commencé sur le S&P, eh bien, nous avons une participation qui ne cesse de s'améliorer, puisque maintenant, Falco, c'est 41,28% des actions du S&P qui sont passées au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Alors, c'est toujours très intéressant de regarder ce pourcentage d'actions du S&P qui est donc au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, parce qu'on peut à certains moments constater des divergences, c'est-à-dire avoir un S&P qui continue de monter, mais avoir le pourcentage d'actions du S&P qui progresse, qui lui ne monte plus, voire commence à latéraliser ou même à baisser. Et quand on a ces divergences, eh bien, ça nous montre que ce sont les stars de la côte qui continuent d'attirer les flux, mais que l'ensemble des actions, elles, ne sont plus un compartiment qui va attirer donc l'appétit des investisseurs. Donc c'est très important qu'il y ait toujours cette corrélation positive entre cette participation qui fait de nouveaux sommets et le S&P qui lui aussi dans une progression positive. Et quand on a effectivement cette corrélation positive, Falco, eh bien cela nous dit que a priori la solidité de la hausse est renforcée. Alors attention, cela n'est en aucun cas une garantie de quoi que ce soit. On peut tout à fait, sur une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, avoir de nouveau un trou d'air et avoir un S&P qui se retourne à la baisse. Tout ce que je vous montre ne représente en rien des garanties ou des certitudes sur l'évolution à venir des marchés. C'est simplement des petits indices qu'on collecte à droite et à gauche pour essayer de comprendre en fait si on est dans une situation de vulnérabilité a priori ou pas sur le marché. Et ce que nous dit donc ce pourcentage d'actions du S&P qui monte, c'est que a priori, on a une solidité de l'indice dont la hausse est répartie de plus en plus uniformément sur l'ensemble des actions.
Merci. Laurent, maintenant tu veux revenir sur un valeur voilà, qui était à l'attention de plein d'investisseurs ces dernières semaines, en fait, le WTI. On avait déjà parlé, en fait, et maintenant c'est quel futur, en fait? C'est le futur juin? Exactement. Donc, c'est le futur du mois de juin qui repère aujourd'hui 27%. On est sur un actif dont la volatilité est très, très importante. Alors, un petit détail technique, le contrat de juin va expirer de mémoire le 19 mai. Ça veut dire que à partir de la semaine prochaine, c'est là où les choses vont devenir intéressantes parce que à partir de mercredi, jeudi prochain, environ, les opérateurs vont commencer à rouler leur contrat d'une échéance, c'est-à-dire juin, sur juillet, pour justement ne pas se retrouver bloqué lors de la date d'expiration et commencer donc à prolonger leur position longue sans qu'il y ait trop de volatilité. Alors tu le vois, hein, Falco, on est quand même sur un actif qui est très très volatile, même si on est très très loin de l'expiration. Mais malgré tout, on va continuer de surveiller ce contrat joint dans les jours qui viennent et la semaine prochaine, parce que ça risque de redevenir très intéressant, comme ce qui s'est passé sur le contrat du mois de mai lundi dernier. Eh bien, on va voir effectivement comment ce contrat du mois de juin va être géré par les opérateurs. En tout cas, en attendant, moins 27% sur la journée. Alors, je vais zoomer. Voilà, pour vous permettre de voir où est-ce qu'on en est, un plus bas sur ce contrat qui avait été atteint pour un baril à 6,50 $. Incroyable mais vrai. On est maintenant à 12,30 $ et pour le moment, on est dans un momentum qui reste très négatif. La dernière fois que j'avais montré ce graphique, Falco, j'avais dit que le premier niveau de résistance était à 20 $, 20,04 $. C'est ce niveau ici de support qui, une fois cassé, devient résistance. On aurait peut-être pu assister à un test par le bas de ce niveau, mais même pas, tellement la tendance est forte. Il y a effectivement de grosses interrogations sur les capacités de stockage aux États-Unis qui, semble-t-il, arriveraient à expiration, selon certaines rumeurs, dans quelques jours. C'est ce qui fait que le WTI repart à la baisse, beaucoup plus faible que le Brent. Donc, je garde mes niveaux. 20 $ au-dessus, ça montrerait qu'il y a une certaine accalmie sur le marché. Et puis, on ne peut pas exclure le retour du prix sur le plus bas, c'est-à-dire à 6,50 $ pour un baril. Merci, Laurent. Maintenant, tu vas nous parler de GenFit dans notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand, et c'est Didi Flow qui a proposé GenFit, qui a recruté le plus de pouces bleus. Alors, qu'est-ce qui se passe, ce GenFit? Bon, bah, Jeanne Fit, elle est très très forte, Ah, hein. Elle s'est changée le 16 mars sur un plus bas à 8,90 €, donc autant dire 9 euros. Et elle est actuellement à 18,85 €, donc à 19 euros. Donc elle a fait plus de 100%. Alors, largement plus même. Alors, on est effectivement sur un marché qui est très haussier à court terme, qui est allé chercher un niveau de résistance à 21,19 €. Et puis on voit qu'il y a une consolidation qui se met en place sur Genfit. Alors cette consolidation, personne ne sait jusqu'où elle va aller. Il y a évidemment ici un niveau de polarité qui me semble extrêmement intéressant. C'est le 61,8 de retracement de la dernière impulsion haussière, juste celle-là. Je ne parle pas de toute l'impulsion, ni de celle qui part à 11,71 €. Je parle juste de celle qui démarre à partir de 14,50. Cette dernière impulsion haussière, eh bien, entre le 50 et le 61,8 de retracement, c'est-à-dire entre 17,75 et 16,99 €, on risquerait d'apercevoir des acheteurs qui se présenteraient sur le marché, stimulés par ce repli, par cette polarité qui fait que l'ancienne résistance deviendrait support, par cette moyenne mobile à 13 jours. Encore une fois, regardez comme elle arbitre bien les creux dans la hausse, qui va passer à proximité de ce niveau. Donc, Genfit, 1, elle est très forte. 2, elle est en train de consolider. 3, le niveau idéal de repli, c'est sur le 61,8 à 16,99. Et puis, le stop, tant qu'on ne repart pas à la hausse et qu'on ne fait pas des niveaux plus hauts, le stop, il se place toujours sous 14,53. Mais évidemment, si le 61,8 est activé en tant que zone de soutien et que Genfit repart de l'avant, on pourra effectivement resserrer le stop. En tout cas, pour le moment,
j'ai une lecture positive sur GenFit, une tendance qui est très forte. Actuellement, on a une petite temporisation dans ce mouvement. D'ailleurs, on voit bien que le RSI est sorti de sa zone de surachat, mais regardez, il a envie, on a l'impression de tout de suite y retourner. Donc, on est manifestement dans un contexte haussier qui est fort. Mais encore une fois, si elle devait baisser un petit peu plus, ça pourrait être un scénario intéressant. Merci Laurent. Maintenant, tu veux revenir sur quelques analyses propositions surtout que tu as fait aujourd'hui. En fait, je crois, c'est Valeo le premier nom. Oui, alors Valeo c'était vendredi et puis Renault Hmm. c'était aujourd'hui. Valeo vendredi, j'avais effectivement donc montré ce graphique en expliquant que Valeo avait pris plus de 75% dans ce premier rebond, que derrière il y avait eu une grosse consolidation en forme de triangle symétrique, que je m'attendais à ce que les cours en sortent. À midi vendredi, ils n'en étaient pas encore sortis. Finalement, vendredi soir, ils en sont sortis. Aujourd'hui, ça continue de bien pousser à la hausse. Donc, s'il y en a parmi vous qui avaient donc activé ce scénario proposé vendredi et qui ont gardé Valeo et qui sont toujours longs aujourd'hui, je rappelle simplement où sont les deux prochains objectifs, 19,59 et 20,96 € avec un stop qui se place toujours donc sous cette petite bougie à 14,30 €. Merci Laurent. Donc aujourd'hui à midi, tu nous as parlé de Renault. Comment ça se passe pour Renault? Ça a bien démarré aujourd'hui ou pas? Oui, Renault, elle continue donc de bien performer aujourd'hui puisqu'elle était en clôture quasiment à 10% de hausse. À midi, j'aimais bien Renault à l'achat en intraday et ce soir, je continue de bien aimer Renault. Alors, les objectifs que j'avais donnés intraday n'ont pas été atteints, c'était 17,78 et 18,25. On voit que Renault a clôturé un petit peu en dessous. S'il y en a parmi vous qui ont activé encore une fois ce scénario haussier sur Renault et qui ont gardé le titre en overnight, c'est-à-dire d'ici demain, eh bien, je répète les objectifs, 17,78, je pense que ça va être atteint assez facilement. 18,25, c'est le premier objectif. Peut-être que ça serait opportun de déboucler une portion de la position longue que vous avez construite si effectivement vous avez suivi ce scénario. Et puis le target suivant, c'est à 19,37, c'est-à-dire le haut de range. Merci Laurent. Maintenant, on va passer à une situation spéciale. Situation spéciale, ce qu'elle veut là, Laurent. Alors, UCB, c'est pas forcément une action que nos téléspectateurs connaissent très bien. Elle s'échange donc à Amsterdam. C'est une valeur de la pharma. Elle aussi une très grosse hausse, puisque mi-mars, elle était à 60. Maintenant, elle est à 86. Ce que j'aime sur UCB, c'est ce dépassement ici de cette résistance, cette accélération avec ce gap haussier et puis cette petite consolidation. Ça, j'adore ça, vous le savez tous, ce petit retour sur cette zone de résistance qui devient support. J'aime bien payer sur repli, j'aime bien les soldes, Falco, dans la vie réelle et à la bourse. Donc, quand effectivement on a la chance d'avoir un petit repli et de voir un redémarrage, ben, ça nous dit qu'effectivement les investisseurs avaient bien identifié cette ancienne résistance comme une zone de support. Et ça, Falco, ça veut dire que nous sommes en présence d'une tendance. Ah, Aujourd'hui, il y a une grosse bougie verte, donc le target sur UCB, il est à 92,28, ce sont des euros, et le stop, il est sous 81,38. Encore une fois, admirez cette moyenne mobile exponentielle 13 jours qui arbitre quasi parfaitement les replis dans la hausse. Gardez ça pour vous. Elle fonctionne très bien, cette petite exponentielle 13 jours, particulièrement sur les equities. merci Laurent. Donc, alors, est-ce que tu as trouvé aussi un produit qui est adapté à ça en fait? Oui, j'ai trouvé un produit, Falco. Alors, c'est un turbo call infini. Ouais. C'est le 69B1B qui, à 18 heures, coûtait 1,74 €. Alors, il avait une barrière désactivante à 69,18 €. Alors, 69,18 €, regardez, c'est ici. J'ai mis cette barrière ici à Hmm. 69,20 €. Donc, très très loin de mon stop qui lui est à 81,38. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de garder mon stop. Mais pourquoi ce stop, je le mets à 81,38? Parce que ce que j'aime sur UCB, c'est ce redémarrage du momentum. Si l'action devait revenir sous les plus bas de vendredi et de jeudi, et même recommencer à tester cette borne haute de range,
pour moi, on n'est plus sur un titre qui est impulsif, mais un titre qui rentre en conso, et donc ça ne m'intéresse plus de participer. Donc c'est la raison pour laquelle je mets 81,38 comme stop, en rappelant que la barrière désactivante est à 69,19. Ce qui est intéressant, en fait, que tu vois là, la barrière à 69,19, 19. c'est la valeur d'aujourd'hui. Et vous savez que, peut-être vous ne savez pas encore, mais sur les turbos qu'on infini et aussi infini baisse, donc c'est les turbos qui n'ont pas d'échéance, néanmoins, on a des coûts de financement. Et ces coûts de financement, en finançant le levier, en fait, sur ce produit, sont, voilà, comment est-ce que on les met dans le produit? On fait sur la façon qu'on adapte, en fait, les barrières désactivantes et aussi le niveau de financement tous les soirs. Donc vous allez voir, en fait, là, derrière le niveau de financement, il y a écrit le 27 avril 2020, donc c'est aujourd'hui. Demain, il y aura une nouvelle valeur, en fait, qui va être, voilà, vous allez découvrir demain matin. Normalement, c'est 1 ou 2 centimes différence, ou même pas 1 centime. Ça dépend un peu du niveau en euros, en fait, de cette barrière. Mais du coup, nous, hein, on fait un update sur ça tous les jours, et donc c'est très important de le suivre tous les jours. C'est pas des grands mouvements, mais c'est des petits mouvements. Voilà, les expérimentés entre vous savent tout ça déjà. Sinon, évidemment, c'est un produit de bourse et le produit de bourse présente un risque de perdre en capital en cours de vie aussi à l'échéance. Donc, très important, c'est de se former avant d'investir. Ça, vous pouvez faire sur notre site d'analyse qui s'appelle produitdebourse.bnpparibas.fr. Et tout ça sur notre site avec les vidéos et aussi avec les brochures que vous voyez en haut à droite, le petit bouton en vert sur les brochures, vous trouvez tous les brochures derrière. Et évidemment, vous pouvez aussi m'appeler, c'est la 0800 235 3 x 0, donc 0800 235 3 x 0. Je réponds au téléphone dès que je ne suis pas avec Laurent dans une vidéo, et comme ça, on peut discuter un peu le fonctionnement de ce produit en détail, parce qu'il faut bien le comprendre avant d'investir. Maintenant, Laurent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le tableau de scénario, non? Non, oui, absolument. Attends, Oui. excuse-moi, le tableau de scénario. Euh, Il est où? Il est où? il est où le tableau de scénario? Qui a volé Voilà, le... il est là le tableau de scénario. Ah! C'est le live, c'est ça le Ah! direct, Ouais, ouais, Falco. ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Le, Notre le pauvre DAX et petit le DAX, S&P. plus tout seul, il est toujours entouré de Ouais, son DAX, son short, sur le S&P, voilà, et voilà. Donc stop est ils à sont tous les deux. 2930. Oui. Ouais. S&P, le stop, il est à 2640. Ouais. Et sur Non, le target. le target, pardon, 2930, Hmm. le stop, je vais y arriver. Et le DAX, le stop à 11 700. Merci, Laurent. Et qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Surprise? Les publications. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe demain? C'est une grosse journée demain. Ah. Alphabet, c'est-à-dire la maison mère de Hmm. Google, Pfizer dans la pharma, Hmm. Merck également, PepsiCo, Starbucks, 3M. 3M, c'est un énorme conglomérat américain industriel qui fait toutes sortes de produits. Hmm. Caterpillar, très très Hmm. important de regarder les résultats de Caterpillar Hmm. parce que c'est un espèce de proxy de la croissance mondiale, Hmm. notamment aux États-Unis et dans les pays émergents. Ford et puis Juniper Networks. Alors pourquoi Juniper Networks? Parce que c'est le concurrent direct de Cisco. Ah. On est donc dans l'univers des routeurs et c'est intéressant toujours de voir comment ces stars de la tech vont présenter leurs perspectives pour l'année, enfin, pour les mois qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous importants demain, Laurent? Confiance des consommateurs aux États-Unis demain pour le mois d'avril attendu à 88. D'accord, ok. Bon, maintenant, il y a deux choses qui nous restent, en fait, avant de Oui, finir. Très important. Le oui. compte Twitter, vous Alors, le connaissez? alors effectivement, donc le compte Twitter, il est là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, C'est il s'appelle comment? Il s'appelle BNPP Bourse. Donc, c'est le compte Twitter de BNP Paribas Produits de Bourse. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ce compte surtout? Alors, on trouve tout au long de la journée, Falco, des analyses, voilà, Ouais. Starbucks, le Brent, sur différents horizons de temps. Par exemple, Starbucks, c'est en daily, le Brent, c'est en 1 heure. J'ai remis le chart de la participation que je vous ai montré il y a quelques minutes. Une configuration tout à fait intéressante sur Arkema avec un triangle symétrique non déclenché, mais c'est intéressant de le souligner. Et puis les niveaux en intraday sur le Hmm. S&P, sur le CAC. Et tout au long de la journée, Falco, eh bien, ces tweets voilà, viennent de manière incrémentale compléter le fil Twitter de BNPP Bourse. Donc, en fait, on fait aussi ce compte Twitter, et surtout, on fait sur ce compte Twitter, on poste les tweets d'un certain Laurent Albi que vous connaissez tous.
Et donc, Voilà. c'est notre manière de suivre les idées de Laurent Albi, pas seulement sur la chaîne YouTube, que vous le connaissez tous aussi maintenant, mais surtout aussi sur notre compte Twitter. D'ailleurs, comment ça fonctionne en fait, notre rubrique Charts on Demand? Alors, Charts on Demand, voilà, vous avez ici la page YouTube hein, telle qu'elle existe à la seconde où je vous parle, Ah, et on voit donc les trois personnes qui ont proposé donc pour aujourd'hui. ça c'est en dessous d'un euh, vidéo en fait, non? Exactement, c'est sous la vidéo Ah oui, de la veille en d'accord. fait, hein. Donc là, en l'occurrence, sous la vidéo de Vendredi. vendredi. Donc, sous les vidéos, une fois que l'émission est terminée, vous avez les commentaires sur lesquels vous pouvez donc proposer des valeurs. Surtout, ne proposez pas de valeurs dans la fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez Hmm. ensemble, en ce moment même, communiquer et faire des blagues entre vous. Les valeurs qui sont demandées, c'est dans la fenêtre des commentaires qui Ouais, n'apparaît en que dessous. lorsque la vidéo est Oui, terminée et que c'est sous la vidéo. oui, Donc voilà, il y avait Pierre-Olivier qui avait proposé le secteur bancaire et crédit ouais, agricole, Jeff qui gagne très très souvent qui avait proposé Trigano, ouais. et puis Diffido qui avait proposé Genfit et c'est lui qui avait gagné aujourd'hui. Alors il est arrivé à Execo hein, avec Ouais. Pierre-Olivier qui avait proposé Crédit Agricole et les perspectives des bancaires, mais j'ai choisi Genfit parce que j'ai parlé 2 fois la semaine dernière du secteur Bancaire. bancaire. Hmm. Donc, ayant peur de vous lasser, chers téléspectateurs et amis, eh bien, j'ai choisi donc Genfit, dont on parle beaucoup moins souvent. D'ailleurs, je tiens encore à féliciter de nouveau, ou à nouveau, Jeff pour son jolie photo de profil, en fait, parce que c'est vraiment, Ah ça, oui, c'est vraiment de grande qualité. Deuxième chose, je vois aussi que tu es super bien abonné, en fait, à notre chaîne, si tu remontes un peu plus haut. voilà. Donc, vous pouvez effectivement, Ah oui, là, c'est ici qu'on s'abonne. exactement, il y a le bouton en gris, toi, tu as déjà cliqué dessus et tu as choisi la bonne petite cloche, qui est importante pour être Voilà. bien abonné. Bon, parfait, Et puis Laurent. surtout, Falco, Oui, il faut rappeler qu'il y a donc 6 980 oui. Ah abonnés oui, il manque et peu. qu'il Il manque peu pour passer les manque peu pour 7 000. arriver à 7 000. Exactement. Et après, voilà, le grand target, évidemment, le Nasdaq, il a un target, le S&P 500, il a un target, mais moi, j'ai aussi un target, c'est 10 000 à la fin de l'année. Et j'espère qu'on va y arriver déjà avant C'est sûr qu'on va y arriver, Falco. le Il n'y a aucun début doute. de l'été. Je ne parle pas des vacances, on parle en début d'été. Ah Oui, oui, c'est plus sûr. Bon, merci Laurent, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain matin à midi, pardon, pas demain matin à 9h30, mais à midi oui, pour un nouveau 100% oui. marché avec notre cher Laurent Abi et vous tous, si vous voulez. On serait ravis de vous retrouver demain matin. Merci beaucoup d'être avec nous. Laurent, excellente soirée à toi et à vous tous aussi. À demain. Merci, Falco. À demain.